Avec des bases de données relationnelles, nous allons essayer de modéliser la réalité autour de nous en définissant ou en décrivant les choses, les différents objets autour de nous par des caractéristiques qui sont importantes. Ça veut dire qu'on va simplifier la réalité autour de nous en limitant ou en réduisant les différents objets à quelques caractéristiques importantes. Par exemple, un patient, quand on va enregistrer un patient dans une base de données relationnelle, nous allons évidemment pas copier toute la composition moléculaire de la personne, mais nous allons nous limiter à un nombre de caractéristiques comme le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe, le numéro de téléphone ou l'adresse et ainsi de suite du patient. Évidemment, le patient est beaucoup plus que ça, mais on va se limiter dans la base de données relationnelle aux caractéristiques qui nous intéressent pour un objectif particulier. Et donc, un patient peut être caractérisé par quelques éléments, quelques caractéristiques. De même, pour un médicament, on ne va pas avoir une représentation de toute la composition de ce médicament et de tout ce qui se trouve là-dedans et de tous les produits et les additifs qui ont été mis dans un comprimé ou dans un sirop, mais on va réduire le médicament à son nom, sa présentation, le dosage, la date de péremption et quelques autres paramètres. Ou de même pour une facture qui va être représentée par la date, le montant, est-ce qu'elle est payée ou pas, est-ce que c'est une facture pour un patient ou adressée à un assureur. Par exemple, la qualité du papier ou la couleur du papier sur laquelle on a imprimé la facture ne nous intéresse pas et donc bien qu'elle fasse partie de cette facture, on ne va pas l'enregistrer dans notre modèle. Donc on se limite aux caractéristiques importantes, évidemment avec un objectif ou un but précis. Si on veut, par exemple, enregistrer des données par rapport à des patients pour pouvoir les soigner, on va évidemment modéliser en fonction de ce but. Et avec cette logique, des tables dans une base de données seront des collections d'objets qui sont du même type. On va par exemple avoir une table de patients, on va avoir une table avec des médicaments, on va avoir une table avec des factures. Et donc dans une seule table, typiquement, on ne va pas mélanger les objets de différents types. On ne va pas avoir une table où il y a des patients et des médicaments et des factures dedans. Bien que techniquement ce serait possible, ce n'est pas une habitude ou une bonne habitude pour la modélisation d'une base de données relationnelle. Et dans cette table, donc la table est une collection d'objets du même type, par exemple des patients, chaque ligne dans cette table va alors représenter un patient particulier ou un objet particulier. Et chaque colonne dans cette table va représenter une caractéristique. Donc, une caractéristique qui peut être le nom ou le prénom ou la date de naissance et ainsi de suite. Et donc, on aura des tables avec des lignes et des colonnes. Ces tables représentent des objets d'un même type et les relations, parce qu'on parle d'une base de données relationnelle, les relations sont des relations entre les différentes tables, entre les différents objets. Par exemple, un patient peut avoir reçu des médicaments et ces médicaments peuvent être facturés au patient. Et donc, on aura des liens, des relations où la facture va éventuellement être liée à des médicaments et en même temps à des patients. Des médicaments qui ont été facturés et qui ont été facturés à un patient précis. Et donc, avec ça, on va essayer d'exprimer des relations entre ces différentes tables. Afin de représenter cette modélisation un peu plus visuellement, on peut éventuellement utiliser un outil comme Excel. Supposons que chaque onglet ici dans
mon Excel, dans mon tableau Excel, représente une table, mon premier onglet peut être par exemple un onglet patient. Et dans cet onglet ou dans cette table de patient, je vais avoir dans chaque colonne une caractéristique qui va être identifiée. Par exemple, je peux avoir ici le nom, le prénom, la date de naissance. On peut agrandir là. Voilà, le sexe, le téléphone, et ainsi de suite. Bon. Alors, ici, les différentes colonnes sont donc les différentes caractéristiques. Et pour chaque patient que je vais avoir, j'ai par exemple ici un patient qui a des données particulières, et donc un numéro de téléphone, peu importe. Et puis j'ai un autre patient voilà. Voilà. Et donc, je vois ici que chaque ligne représente un objet patient et chaque colonne représente en fait une caractéristique de chaque patient. Et donc, pour chaque patient, j'ai des contenus qui peuvent être différents ou qui peuvent être les mêmes pour chaque caractéristique. Donc, chaque caractéristique, par exemple, ici, je peux avoir plusieurs patients du même sexe. Je peux avoir plusieurs patients avec la même date de naissance. Et donc, pour pouvoir distinguer les différents objets dans une table d'une base de données relationnelle, on a une bonne habitude où on va ajouter ce qu'on appelle une clé primaire, ce qui est en fait un identifiant unique qui va nous permettre de distinguer chaque objet uniquement. Donc, je sais que c'est une valeur qui est unique pour chaque objet. Donc, ici, si j'ai 1, là, j'ai 2, et puis ainsi de suite. Pour tous les autres patients, ça va être 3, 4, 5, 6. Et donc, je suis sûr que même si j'ai un patient avec le même nom, le même prénom, la même date de naissance, le même sexe et le même numéro de téléphone, si l'identifiant est différent, je sais que c'est un patient différent. Et alors, j'aurai une autre table où je peux avoir les médicaments. Pour les médicaments, on aura la même chose. On va avoir un identifiant unique et on va avoir, par exemple, un nom du médicament, le dosage. On va avoir une présentation. On va avoir éventuellement un prix et ainsi de suite. Donc là, je peux avoir ici, par exemple, le paracétamol, où je dis, voilà, 500 mg de comprimé, et le prix est, par exemple, 15 francs. Et puis, j'ai un deuxième produit, amoxicilline, également 500 mg, aussi des comprimés, avec un prix qui est 80 pour un comprimé, et ainsi de suite. Et donc, si j'ai ma deuxième table ici, ce sont les médicaments, par exemple. Oups, petite erreur d'orthographe là. Et je peux alors avoir une troisième table qui va s'appeler facture. Et là, j'ai de nouveau un identifiant de la facture. Je vais avoir une date de la facture. Je vais avoir un montant. Je vais avoir un patient qui est lié. Et ainsi de suite. Donc là, je peux avoir une première facture du 10 novembre 2022 avec un montant de 500 francs et pour le patient numéro 1. Le fait que j'ai ici un lien vers un patient, donc vers une autre table, ça veut dire que j'ai la possibilité de référer vers cette autre table et c'est ce que je vais appeler une relation. Je vais pouvoir définir ainsi une relation. Donc, on appelle, donc là où on avait appelé ici la clé unique dans la table, à l'intérieur de la table, on appelle ça la clé primaire.
une colonne ou une caractéristique qui pointe vers une clé primaire dans une autre table, on appelle ça une clé étrangère. Alors, regardons maintenant comment ça se présente dans notre serveur MariaDB. Pour cela, nous allons ouvrir notre client Heidi SQL. Donc, je vais ici dans MariaDB et j'ouvre mon client Heidi SQL. Et là, je vais ouvrir le serveur SP0 que j'avais créé dans le premier vidéo tutoriel. Donc, j'ouvre mon accès et je suis automatiquement dans ma base de données SP0. Je vais, parce que moi j'ai encore fait quelques tests ici, je vais vider un petit peu. Voilà. Pour que ce soit un peu propre. Et donc là, dans ma base de données SP0, je vais cliquer sur mon onglet requête, qui est pour l'instant vide. Je clique ici sur SP0 pour être sûr que cette base de données-là soit sélectionnée et que je ne suis pas dans la base de données Information Schema. Donc, comme ça, dans SP0, j'ai accès. Alors, pour créer une table, l'instruction de création d'une table est assez facile, en fait. On peut utiliser l'instruction create table. Et puis, je dois donner le nom de la table que je veux créer. Supposons que je veux créer une table dans laquelle je vais stocker les objets patients. Donc, je vais stocker là-dedans mes patients, ça veut dire des valeurs pour les différentes caractéristiques d'un patient. Et donc, j'ai dit ici, create table patients. Ou bien je peux tout mettre en minuscule, c'est une bonne habitude. Et puis, j'ouvre les parenthèses et je ferme les parenthèses. Et entre les deux parenthèses, je vais alors spécifier les différentes caractéristiques, les différentes colonnes qui vont être disponibles dans cette table. Avant que je n'oublie, je termine ici par un point virgule. Alors, si je veux spécifier ici ma première colonne, je peux spécifier cette colonne ou l'identifier par un nom et un type de données. Donc, si je veux, par exemple, avoir un identifiant pour un identifiant unique, donc une clé primaire pour ma table, je peux dire que je vais avoir ici la colonne qui s'appelle ID et je peux dire ce que c'est comme identifiant. Je peux par exemple dire ici integer. Donc, ou bien int, ça c'est la même chose. Les deux vont être reconnus par l'application. Int, c'est en fait un type de données numérique. Donc, je peux choisir, en réalité, je peux choisir n'importe quel type de données comme clé primaire. Il faudra juste que la valeur de cette clé primaire soit unique. Mais donc, ici, je peux choisir un entier, ce qui va me donner une valeur de 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc, je peux, par exemple, mettre un numéro de suivi là-dedans. Tous les types de données que je peux créer, donc ici, j'ai choisi un type de données numérique, sont disponibles sur le site de MySQL et donc dans ce lien ici, donc, que vous pouvez copier. Et donc là, vous allez voir qu'il y a toute une série de types de données. Et par exemple, pour les types de données numériques, on va voir qu'il y a les types de données entiers. Il y a le small int, donc là c'est avec moins de bytes, et donc c'est limité en termes de nombre ou de valeur minimale et valeur maximale. Tiny int c'est encore plus petit, et big int ce sont des très grands
entier qu'on peut stocker là-dedans. Mais évidemment, c'est toujours mieux de choisir quelque chose qui est adapté aux besoins de la colonne qu'on est en train de définir. Si je sais que je vais avoir un entier entre 0 et 10 et pas autre chose, il n'y a aucun bénéfice de choisir par exemple Big Int où je peux aller dans des chiffres qui vont dans les milliards, etc. Donc ça n'a aucun sens parce que ça va prendre simplement beaucoup plus d'espace disque dans la base de données là où c'est pas nécessaire. Si je veux avoir des valeurs décimales, je peux utiliser les valeurs décimales ou bien float ou bien double. Ça définit seulement la précision de chaque colonne. Je vous laisse la liberté de lire un peu dans les spécifications de MySQL pour savoir quelles sont les limites de chaque type de données. Mais on va quand même résumer les types de données qui sont les plus courants. Donc ici, j'avais mon ID qui peut être un entier. Alors, avec un virgule, je peux séparer les différentes colonnes. Moi, j'ai l'habitude de les mettre aussi sur différentes lignes, comme ça, c'est plus lisible. J'avais une colonne qui s'appelait également, par exemple, nom. Alors, le nom, ce n'est pas une valeur numérique, c'est une valeur alphanumérique. Donc, c'est du texte. Et là, j'ai la possibilité de choisir différents types de textes que je peux mettre là-dedans. Donc, si je vais, par exemple, dire que mon nom, c'est un char, donc c'est un nombre de caractères, où je spécifie une taille, par exemple, char 30, ça veut dire que peu importe ce que je mets dans le nom, même si c'est 4 caractères ou 10 caractères, dans la base de données, le système va toujours réserver exactement 30 caractères pour le nom du patient. Pas plus et pas moins. C'est donc quelque chose qui n'est pas très flexible. Donc si je mets char 30, si j'ai beaucoup de noms qui n'ont pas 30 caractères, ça veut dire que je vais perdre pas mal d'espace. Par contre, si j'ai une valeur, par exemple un numéro de téléphone, où je sais que ça doit toujours être autant de caractères, je pourrais alors utiliser un char 10 ou un char 11, ça dépend du nombre de chiffres qu'il peut y avoir dans un numéro de téléphone. Pourquoi est-ce que je ferais ça? La recherche et l'indexation, donc la vitesse avec laquelle le serveur de base de données peut indexer et retrouver des valeurs sur un char, la vitesse est meilleure que si on a défini un type de données qui est beaucoup plus flexible. Le char n'est pas flexible, mais l'accès à ces données est assez rapide. Si je veux plutôt avoir des noms avec une taille variable, je peux utiliser un data type ou un type de données qui s'appelle varchar. Je vais mettre tout en majuscule, voilà. Et donc là, je peux également spécifier une taille, mais la taille que je vais spécifier ici, c'est une taille maximale. Si j'ai un varchar ou une valeur d'un nom qui n'a que 11 caractères, alors on ne va pas utiliser les 255 caractères, mais en réalité, on va utiliser les 11 caractères plus, dans ce cas-ci, un caractère encore qui va indiquer la taille du champ. Donc le premier caractère, si j'ai un varchar 255, va indiquer combien de caractères il y a encore qui vont suivre. Et donc ça, c'est d'un point de vue utilisation de disque, d'espace disque, c'est plus économique, évidemment. Mais donc, j'ai toujours ici la spécification d'une limite des champs varchar. La limite, ça dépend un peu du serveur de base de données, mais parfois c'est 5000, parfois c'est 8000 caractères. Mais parfois, je veux stocker dans un champ texte comme ceci. Je veux pouvoir stocker
des grandes quantités de caractères. Par exemple, si ce serait un champ qui s'appelle document et que je veux pouvoir stocker des grandes quantités de texte là-dedans, je ne sais pas d'avance combien d'espace ça va prendre, mais je sais que ça peut être au-delà de 5000 ou 8000 caractères qui sont souvent les limites des varchars. Dans ce cas-là, je peux utiliser un autre type d'alphanumérique qui s'appelle texte. Et texte, c'est en fait, la limite, c'est 2 gigabytes par colonne, hein, donc par variable. Donc je peux alors avoir un nom de jusqu'à 2 gigabytes de caractères, ce qui évidemment ici n'a pas de sens. Et un champ texte, même s'il y a très peu de texte là-dedans, ça va quand même prendre un peu plus d'espace parce qu'il y a toujours plusieurs bytes, plusieurs octets, plusieurs caractères qui vont être réservés pour indiquer la taille de ce qui va suivre. Donc ici, l'optimal pour un nom, ce serait plutôt un varchar. Et donc, disons, 255, c'est certainement suffisamment large. En réalité, si je sais que le nom ne va jamais être plus long que 50 ou 60 caractères, je pourrais mettre ici 50, mais en réalité, si je mets 50 ou 255, ça n'aura aucun effet sur le gain d'espace disque. Parce que tant que je reste en dessous de 256 caractères, je vais avoir besoin de seulement 1 byte pour indiquer, pour le serveur, pour qu'il puisse indiquer la taille des données qui vont suivre. Donc, moi, personnellement, j'ai l'habitude de mettre 255 parce que, bon, on ne perd pas quelque chose avec ça. Donc, si j'aurais également un prénom, je peux, par exemple, utiliser la même chose. Hein. Ça, c'est également de l'alphanumérique. Je mets, ici je me suis trompé, donc c'est un virgule. Et puis, je vais prendre un autre type de données. J'ai par exemple une date de naissance. J'appelle ça naissance. Voilà. Alors là, j'ai différentes possibilités. Ou bien, je peux utiliser ici, évidemment, un varchar. Et là, je vais stocker la date de naissance sous forme de texte. Mais ce n'est pas efficace. Donc ça va prendre, si j'ai 10 caractères pour la date, ça va prendre 10 bytes, ce qui est beaucoup. Il y a des moyens plus efficaces et donc il y a également un data type qui s'appelle date. Donc une date, ça va me permettre de stocker simplement une date dans ce champ. C'est seulement la date et donc je n'ai pas l'heure. Si jamais je veux également pouvoir stocker l'heure de naissance, je peux utiliser un data type qui s'appelle par exemple datetime. Et donc dans datetime, je peux stocker une date et l'heure jusqu'à la milliseconde précise. La dernière colonne que je stocke ici, bon, supposons que j'ai encore une adresse. Là, je dois séparer, voilà. Et donc là, ce sera également un varchar 255. Voilà. Si ça, ce sont les colonnes que je veux utiliser pour ma table des patients, ça veut dire que je suis ici à ma dernière colonne. Là, je ne dois plus mettre de virgule. Parce que le virgule, ça veut dire qu'il y a encore une définition de colonne qui va suivre. Si c'est la dernière colonne, je ne vais mettre plus de virgule. Et donc là, je peux maintenant exécuter ce query, donc cette requête SQL, et cette requête va créer une table dans ma base de données SP0. Donc si je vais rafraîchir ici, je clique sur ma base de données, on n'a rien fait. Ah si, voilà, elle est là. Donc, je vois maintenant, donc il y a une petite flèche ici à côté de SP0, donc il faut cliquer là-dessus pour voir la table qui se trouve en dessous. Et donc, cette table existe maintenant, et quand je clique sur la table, je vois ici dans mes onglets, j'ai ma base de données, j'ai ma table avec les différentes colonnes de ma table et le type de données pour chaque colonne que j'ai créée ici.
Alors, je propose que vous fassiez la même chose, mais cette fois-ci pour une table qui ne va pas être une table de patients, mais qui va créer une table de médicaments, avec les mêmes colonnes que celles qu'on avait ici dans notre table médicaments, donc un ID, un nom, dosage, la présentation et le prix du médicament. Alors, pour créer cette table de médicaments, ou bien je peux effacer ici dans ma requête, ou bien je peux créer une nouvelle requête, donc avec le petit icône à côté, et je vais avoir la même create table, donc la même instruction. Ici, ça va être un médicament. Voilà. Alors, la première colonne, le ID, ça risque d'être la même chose. Et puis, deuxième colonne, c'était le nom du médicament. Donc, c'est nom. Pour le nom du médicament, je vais pouvoir utiliser également un varchar 255. Deuxième, c'était dosage. Je vois ici que c'est de l'alphanumérique, hein, donc c'est des lettres et des chiffres. Donc, la même chose, dosage. Mais là, évidemment, je peux spécifier ici varchar 100, ça va toujours être très bref évidemment. La présentation comprimée ou autre chose, donc présentation varchar, je prends également 100. Si vous avez mis 50 ou 255 ou même un char, hein, ça peut toujours fonctionner. Et ici, le prix, si c'est quelque chose, ici j'ai pas de décimales, mais supposons que je peux avoir des décimales. Là, je vais devoir utiliser un type de données avec des décimales. Si c'est en francs burundais et où on a seulement des entiers, je vais pouvoir utiliser ici un entier. Supposons que on peut utiliser éventuellement des décimales. Donc là, je peux utiliser soit float ou bien double. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser double précision, donc c'est avec double. Et donc là, je vais avoir des valeurs décimales. Et donc, avec cette configuration-là, ou avec cette requête SQL, je vais pouvoir créer ma table de médicaments. Et donc, je clique ici sur exécuter, et ça va créer ma table de médicaments. Alors, je vous demande maintenant de créer une table, et donc c'est la troisième table qu'on va utiliser pour notre exercice, qui est la table des factures. Et dans cette table de factures, on va mettre ici des lignes où on va chaque fois facturer à une date précise un montant pour un patient qui est lié à un médicament précis. Voilà. On va avoir ici également un médicament, et donc là c'est pour le paracétamol, donc c'est un pointeur ou plutôt une clé étrangère qui va pointer vers le premier médicament. Et si j'ai également prescrit pour le même patient de l'amoxicilline, et là pour 100 francs, je vais également lier ça au même patient, mais cette fois-ci, je vais prendre le pointeur, la clé étrangère 2 qui va pointer sur mon amoxicilline. Donc, il faudra créer une table avec ces 5 colonnes. ID, date, montant, patient et médicament. Voilà, nous avons maintenant notre table médicaments et patients dans la base de données SP0. On va donc créer la table des factures. Même principe, create table. Alors, facture. Ça aurait également un ID. Il y avait
une date de la facture. Et donc là, ça va être un date time, parce qu'on veut également avoir l'heure. Vous voyez ici que le système va interpréter ça comme une date, mais il pense que c'est un mot-clé, mais donc ça va normalement pas perturber le système. Si on veut vraiment être sûr, on peut utiliser un nom pour la colonne qui ne peut pas aller en conflit avec les mots-clés du système SQL. Donc par exemple ici, si je mets au lieu de date facture, voilà, ça va être automatiquement reconnu comme un nom d'une colonne parce qu'il n'y a pas de conflit avec un mot-clé. On avait un montant. Donc évidemment, si les prix des médicaments peuvent être en décimales, ben, ici, le montant total d'une quantité de médicaments, ça peut également être en décimales. Et donc, je vais utiliser aussi double ici. Et puis, j'avais une référence vers les patients. C'est une clé, c'est une clé étrangère et donc qui va pointer vers ma table des patients. Et dans la table des patients, cette clé primaire est entier, ça veut dire que ma clé étrangère va également être entier parce que je dois avoir la même valeur qui va se trouver dans la clé primaire de la table patient. La même chose pour médicaments. Et là, je vais également avoir un int. Et donc voilà, ma table des factures a été créée. Je vais devoir exécuter. Et voilà, si tout va bien, je fais rafraîchir. Et j'ai maintenant mes 3 tables dans ma base de données. J'ai une table facture, médicaments et patients. On va passer au prochain vidéo tutoriel pour voir comment nous allons insérer des données dans ces tables et les retrouver par après.